Les forces russes subissent leur plus grande défaite dans cette guerre en Ukraine. Avec les victoires à l'Est et à Kiev protégées contre les attaques russes, l'Ukraine fait à nouveau pression pour une adhésion accélérée à l'alliance de l'OTAN. Elle n'est pas seule non plus, car actuellement la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la République tchèque, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le Monténégro et la Macédoine du Nord soutiennent tous l'adhésion de l'Ukraine à l'alliance militaire politique la plus puissante du monde. Mais l'Ukraine peut-elle vraiment rejoindre l'OTAN ? Que se passerait-il si elle le faisait? Actuellement, l'Ukraine a encore un long chemin à parcourir pour rejoindre l'OTAN. En vertu du traité de Washington, tout pays européen peut adhérer à l'OTAN dès lors qu'il exprime le désir de contribuer à la sécurité de la zone euro-atlantique, mais il doit également respecter certaines normes militaires, politiques et économiques avant de pouvoir y adhérer. La première de ces conditions préalables pour le pays est de disposer d'un système politique démocratique opérationnel fondé sur une économie de marché libre. Il s'agit d'un défi pour l'Ukraine, dont les élections sont truffées de manipulations depuis des années, alors qu'elle s'efforce de se libérer du joug de l'ingérence russe. La corruption est également un problème important dans le pays, à la fois en raison de l'incompétence, de son statut de démocratie en pleine maturation et du fait qu'une grande partie de la vieille génération sympathise encore avec la Russie. Avant de pouvoir rejoindre l'OTAN, l'Ukraine devrait s'attaquer au problème de la corruption et montrer à l'Occident qu'elle est capable d'organiser des élections ouvertes et équitables. Ce qu'elle a fait de manière significative, mais pas parfaite au cours des 8 dernières années depuis l'éviction de l'ancien président en 2014. Les pays candidats à l'OTAN doivent également traiter équitablement les minorités raciales et religieuses. Dans ce domaine, l'Ukraine a fait des progrès significatifs, même si au début de la guerre, des rapports alarmants ont fait état d'étudiants noirs et d'autres minorités qui n'étaient pas autorisés à monter dans les trains et les bus d'évacuation avant les Blancs fuyant le conflit. Pour adhérer à l'OTAN, l'Ukraine devra prouver qu'elle a adopté d'importantes mesures de protection juridique pour les minorités et qu'elle s'efforce de remédier à ce type de comportement. Le troisième critère auquel l'Ukraine doit se soumettre est son engagement en faveur de la résolution pacifique des conflits. L'Ukraine remplit aisément cette condition car elle n'a pas cherché à entrer en conflit avec la Russie. En fait, le président Zelensky a continué à faire pression pour une solution diplomatique, même après le début de la guerre, et n'a pas lancé de mobilisation de masse avant le début de l'invasion. Ensuite, un pays candidat à l'OTAN doit être désireux et capable d'apporter une contribution militaire aux opérations de l'OTAN. Par le passé, on pouvait en douter compte tenu de l'ancienne armée de style soviétique de l'Ukraine. Mais celle-ci a montré qu'elle avait beaucoup appris des instructeurs américains au cours des 8 dernières années qui ont suivi l'annexion de la Crimée par la Russie. Aujourd'hui, l'Ukraine dispose de la meilleure armée à l'intérieur du pays et bat facilement les forces russes malgré leur supériorité numérique écrasante. La question de valeur militaire de l'Ukraine pour l'OTAN ne se pose donc plus. Enfin, ceux qui veulent adhérer à l'OTAN doivent s'engager en faveur d'un gouvernement dirigé par des civils où les militaires sont subordonnés aux dirigeants civils. Cela exclut toute dictature militaire, mais à mesure que l'Ukraine jette les bases d'une future démocratie forte, elle est en passe de satisfaire à ce critère. Mais si l'OTAN organisait un vote et que l'Ukraine était élue à l'unanimité au sein de l'Alliance malgré ses problèmes actuels, que se passerait-il ? Tout d'abord, il est fort à craindre que la guerre de l'Ukraine ne devienne par la force des choses la guerre de l'OTAN. L'article 5 de l'Alliance est le garant de la sécurité européenne et stipule qu'une attaque contre un membre est une attaque contre tous. C'est ce qui a permis de tenir en échec l'agression russe depuis la fin de la guerre froide, lorsque Vladimir Poutine lorgnait avec avidité sur les anciens États baltes, qui étaient des républiques soviétiques. Si individuellement les États baltes ne pouvaient pas faire face à l'armée russe, les attaquer reviendrait à attaquer l'ensemble de l'alliance de l'OTAN, ce que la Russie ne pourrait pas faire. On peut toutefois se demander si la guerre en cours constitue un réel motif de déclenchement de l'article 5. L'OTAN n'a encore jamais accepté un membre au milieu d'un conflit et, techniquement parlant, la Russie n'est pas en train d'attaquer l'Ukraine, mais elle a déjà attaqué la nation. L'Alliance pourrait justifier que la guerre en cours ne répond pas aux exigences d'une résolution au titre de l'article 5 et que l'adhésion de l'Ukraine ne mettrait donc pas l'Europe en guerre contre la Russie. Mais si l'article 5 ne devait pas être invoqué, cela risquerait d'affaiblir fondamentalement l'Alliance. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est basée sur le principe selon lequel chaque membre de l'Alliance répondra immédiatement à toute agression, même la plus insignifiante, contre un autre membre. Si ce principe est compromis, l'intégrité de l'Alliance est mise à l'épreuve et les membres de l'OTAN qui se trouvent juste à la porte de la Russie seraient très préoccupés. La Lituanie, l'Estonie et la Lettonie pourraient toutes être englouties relativement rapidement par une offensive russe, tandis que le rassemblement des forces nécessaires pour repousser les troupes russes prendrait du temps et serait très coûteux. Si les États baltes remettent en question l'intégrité de l'article 5,
Cela pourrait diviser l'Alliance à l'avenir et permettre à Poutine d'atteindre son objectif de démanteler l'unique obstacle à ses projets de gloire soviétique. Si l'Ukraine devait adhérer à l'OTAN, il est probable que l'Alliance ne déclarerait pas immédiatement la guerre à la Russie. Au contraire, elle fournirait des armes, des équipements, des fournitures et des renseignements à l'Ukraine, mais à une échelle beaucoup plus grande. En fait, c'est probablement ce qu'espère le président Zelensky. Faire de l'OTAN un État officiellement en guerre par procuration contre la Russie ferait une grande différence dans le soutien qu'il reçoit pour le conflit en cours. Mais cela pourrait être largement inutile car l'Ukraine reçoit déjà un grand soutien de l'Alliance. Ces conscrits sont déjà expédiés hors du pays où ils peuvent s'entraîner à l'Ouest en paix et en sécurité en recevant une formation experte des troupes les plus expérimentées de l'OTAN. Avant de rentrer chez eux pour combattre, ils sont équipés du dernier matériel personnel de l'OTAN, ce qui place le soldat ukrainien dans une position bien meilleure que son homologue russe. L'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN au milieu du conflit ne sert qu'à une chose, justifier une escalade rapide de la part de Vladimir Poutine. En effet, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN serait une victoire massive de la propagande pour Poutine, car elle justifierait son invasion. Au début de la guerre, Poutine a vendu son invasion au peuple russe comme étant nécessaire pour abattre un régime nazi dirigé par un juif et pour empêcher l'OTAN de s'étendre une fois de plus sur la frontière russe. Une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN ne ferait que montrer qu'il avait raison, enfin, pour ce qui est de l'OTAN, pas pour le ridicule nazisme. Comme il a passé des décennies à fouetter le peuple russe dans une frénésie anti-OTAN, Poutine pourrait vendre cet événement comme une menace critique pour l'intégrité de la Russie elle-même, obtenant le soutien public dont il a si désespérément besoin pour une mobilisation totale de la nation. L'OTAN est déjà le croque-mitaine dans l'esprit de la plupart des Russes, responsables de tout ce qui ne va pas dans leur vie. De mauvaises performances économiques, l'OTAN manipule l'économie mondiale contre la Russie. Mauvaise performance militaire de la Russie, l'OTAN combat secrètement aux côtés des Ukrainiens. Vous faites tomber votre tartine côté beurre sur le sol, l'OTAN. Cependant, supposons que l'Ukraine rejoigne l'OTAN et que l'Alliance accepte d'invoquer l'article 5. Que se passerait-il alors? Premièrement, les forces aériennes de l'OTAN entameraient immédiatement une vaste campagne aérienne contre les forces russes en Ukraine. En réponse aux menaces russes d'utiliser les armes nucléaires tactiques en Ukraine, le secrétaire américain à la défense Lloyd Austin a eu une conversation privée avec le ministre russe de la Défense Sergei Shoigu. Bien que les détails de ces conversations restent confidentiels, on pense généralement qu'Austin a averti Shoigu que les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN répondraient à une attaque nucléaire russe par une attaque aérienne massive contre les positions russes en Ukraine. Cela devrait suffire à donner des frissons à tout ministre de la Défense, car la puissance aérienne de l'OTAN est extrêmement redoutable. Lors de l'opération Tempête du désert, la campagne aérienne de l'OTAN a permis de démanteler l'un des meilleurs réseaux de défense aérienne au monde, puis de détruire les réseaux de logistique, de communication et d'approvisionnement de l'Irak. Lorsque l'offensive terrestre a commencé, les avions de guerre de l'OTAN ont apporté à ce pays l'une des pires destructions depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce qui devrait inquiéter le plus la Russie, c'est que les défenses aériennes de l'Irak étaient calquées sur les défensives soviétiques et que la Russie n'a pas beaucoup changé de doctrine depuis lors. Une campagne aérienne de l'OTAN viserait d'abord à éliminer la capacité de la Russie à menacer l'espace aérien à l'intérieur de l'Ukraine. Les attaques aériennes et par missiles viseraient les radars et les installations de défense aérienne le long de la frontière russe, tandis que la mer Noire serait débarrassée de la flotte russe. Comme on a pu le constater en Ukraine, les missiles américains HARM, missiles anti-radiation à grande vitesse, sont extrêmement efficaces pour détruire les radars de défense aérienne. La seule protection de la Russie consisterait à tenir en échec les forces aériennes de l'OTAN avec ses propres chasseurs. Une proposition extrêmement douteuse étant donné que les missiles air américains ont une plus grande portée que ceux de leurs homologues russes, que leurs avions ont de meilleurs radars et que le fer de lance de l'attaque serait de toute façon presque certainement constitué de F-35 et de F-22 furtifs. Il ne resterait donc à la Russie qu'une seule option, utiliser ses unités de défense aérienne S-300 et S-400. Mais ces unités doivent avoir leur radar allumé, ce qui en fait des cibles de choix pour des attaques de type Wild Whistle en utilisant des missiles HARM. La seule chose qui ralentit la campagne aérienne est que la Russie dispose d'une supériorité numérique initiale, étant donné que les combats se déroulent à sa porte et qu'il faut du temps pour que les avions de l'OTAN se déplacent vers les terrains d'aviation proches de l'action et que les réseaux logistiques soient mis en place. Cependant, l'armée de l'air russe a été manifestement absente des combats dans le nord-est de l'Ukraine, ce qui constitue un signal d'alarme important indiquant que quelque chose ne tourne pas rond dans l'état des forces aérospatiales russes. Si la Russie n'est pas en mesure de projeter sa puissance aérienne au-delà de sa propre frontière, il n'y a certainement aucun espoir qu'elle puisse se protéger d'une campagne aérienne concentrée de l'OTAN.
Une fois que la capacité de la Russie à menacer l'espace aérien de l'Ukraine aura été éliminée, une campagne de bombardement massif commencera contre toutes les forces russes qui ne se sont pas encore rendues ou retirées. Les États-Unis ont déjà positionné des bombardiers B-52 en Angleterre pour parer à cette éventualité. La différence entre les campagnes de bombardement de l'OTAN et celle de la Russie est que l'OTAN utilise presque exclusivement des armes intelligentes, ce qui leur donne une précision mortelle. Ne disposant que de défense aérienne à courte portée, les forces terrestres russes seraient décimées par une campagne aérienne écrasante et seraient inévitablement contraintes de battre en retraite. Le recours à la seule puissance aérienne de l'OTAN suffirait probablement à assurer la victoire en Ukraine, sans qu'il soit nécessaire d'engager des forces terrestres autres que les militaires ukrainiens déjà présents. La Russie a prouvé qu'elle était une force de combat inefficace, corrompue et incompétente, entachée d'une corruption qui l'a vidée de l'intérieur. Mais cela pourrait en fait rendre la Russie plus dangereuse. Comme toujours, l'utilisation des forces de l'OTAN en Ukraine mène inévitablement à une seule conclusion. La Russie doit utiliser des armes nucléaires si elle espère éviter une défaite catastrophique. À moins que Vladimir Poutine ne soit prêt à admettre qu'il a eu tort et à se laisser transformer en paria honey de l'histoire russe pour les siècles à venir, son seul recours pour arrêter une offensive de l'OTAN serait d'utiliser des armes nucléaires. Il a déjà préparé le terrain pour leur utilisation en annexant les territoires ukrainiens. Maintenant, sous couvert de défendre le territoire russe souverain, Poutine s'est donné l'excuse d'utiliser des armes nucléaires. Personne ne sait où ira le conflit à partir de là, mais ce qui est sûr, c'est que l'engagement de l'OTAN dans la guerre ne fera qu'augmenter et non diminuer. Si cela signifie davantage de forces militaires conventionnelles ou même des attaques nucléaires, biologiques ou chimiques, personne ne peut le dire. Et c'est pourquoi, en fin de compte, beaucoup s'accordent à dire que la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN doit être reportée à la fin de la guerre. L'Ukraine bénéficie déjà de nombreux avantages de l'Alliance, notamment parce qu'elle prouve qu'elle peut se battre et gagner contre des forces russes supérieures. Le moment est venu pour l'OTAN de vaincre la Russie en donnant simplement à l'Ukraine les outils dont elle a besoin pour le faire par elle-même, ce qui signifie des équipements lourds et modernes tels que des chars Léopard et des chars F-15 Fighting Eagles, et non plus des pièces détachées de la guerre froide. Maintenant, allez voir que fera l'Ukraine après la guerre contre la Russie, ou alors cliquez plutôt sur cette autre vidéo.